Jean. Bonjour Myriam. Merci d'avoir accepté cette interview. Donc, tu es professeur de psychologie et de psychiatrie à l'Université de Chicago, directeur du Child Neurosuite and Social Cognitive Neuroscience Laboratory, et tu fais également partie, et je t'en remercie encore au nom de toute mon équipe, du conseil scientifique de notre institut, l'Institut Michel Montaigne. Tes travaux sont connus sur le plan international concernant le domaine de la morale, de la prosocialité et de l'empathie, entre autres. Et là, je t'ai demandé d'accepter cette interview parce que tu viens d'écrire parmi tes nombreuses publications un article en français qui va paraître dans la revue Neuropsychologie sur le pouvoir positif sur la santé mentale, bien sûr, de l'amitié et des relations interpersonnelles. Alors, dans cet article très, très intéressant, tu soulignes que pour contrer les effets délétères du confinement, en particulier l'isolement social, l'amitié, les relations sociales et la gentillesse sont des ressources qui sont indispensables à l'équilibre de chacun et du groupe. Alors, pour ce qui est des personnes qui ne connaissent pas bien les neurosciences, ça peut paraître un peu surprenant. C'est que ces trois dimensions, ces trois qualités soient inscrites dans notre biologie. En tout cas, c'est ce que tu dis dans ton article. Alors, peux-tu nous expliquer ce que cela veut dire ? Bien sûr. D'abord, je suis ravi de te voir virtuellement. Et aujourd'hui, on va discuter ensemble de cette capacité que nous avons de garder des contacts sociaux malgré le fait qu'on est isolé physiquement. Il y a hélas, on mélange les termes. Et je suis ravi parce qu'on se connaît depuis longtemps et je suis une personne qui apprécie énormément ton travail avec ton équipe à l'Institut Michel Montaigne à Bordeaux. Et on aura l'occasion de fêter tout ça quand on se reverra pour le colloque que tu organises cet automne, n'est-ce pas? Oui. Et d'ailleurs, je parlerai de ça parce que tu m'as dit que c'était une bonne idée d'en parler au cours du colloque. Donc, je ferai une présentation sur ce sujet. Alors, ce qui va étonner les gens, c'est qu'aujourd'hui, on va parler de ces relations sociales, de leur origine évolutive, des mécanismes biologiques qui les supportent. Et sans doute parce que les gens associent toujours mon nom non seulement à la morale, ce qui je trouve ça très bien, mais à l'empathie. En fait, l'empathie ne fait pas du tout partie de ce que je vais parler aujourd'hui. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas des gens qui vont dire « et l'empathie, c'est l'empathie ». Non, non, non. L'empathie joue un rôle, mais ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on va dire aujourd'hui. Alors, c'est un long préambule pour dire que, pour répondre à ta question plus directement, il y a un célèbre biologiste américain qui est d'origine russe, qui avait déclaré il y a à peu près 45 ans que rien en biologie n'a de sens sinon à la lumière de l'évolution. Et par cette proposition, Dobzhansky, ça c'est son nom, nous rappelle que l'anatomie, l'embryologie, la génétique moléculaire, la physiologie et même la psychologie ne peuvent faire abstraction du fait que toutes les populations, y compris l'espèce humaine, sont le résultat d'une histoire évolutive. Et cette perspective évolutive considère la prosocialité à travers les espèces, ça peut être les abeilles, les termites, comme un ensemble de stratégies biologiques produites par la sélection naturelle pour résoudre des problèmes de survie et de coopération. Et tu me demandais, mais c'est étonnant que tu parles d'évolution pour des choses qui nous paraissent si humaines, les relations sociales et l'amitié, parce que les relations sociales, ça, on veut bien accepter qu'il y en a dans toutes les espèces sociales, encore une fois, des insectes sociaux jusqu'aux chimpanzés ou aux humains. Mais chez les primates non humains, on a clairement démontré que les relations sociales contribuent à leur succès évolutif. Et donc, elles ne sont pas propres à l'homme. Elles ne reposent pas sur la culture ni le langage. Ça ne veut pas dire que le langage et la culture ne jouent pas un rôle dans l'amitié et dans les relations, bien sûr, mais elles ne reposent pas fondamentalement sur la culture et le langage, car on peut observer ces phénomènes sociaux dans des sociétés de primates qui n'ont pas de culture. Certains primates n'ont aucune culture. Alors, par exemple, ce qui est le plus connu, ça vient pas du tout des chimpanzés qui sont les plus proches de nous dans l'évolution, mais la plupart des travaux qui ont été faits sur les liens sociaux, et pour montrer qu'ils sont utiles à la survie, ont été faits chez les babouins. Et chez les babouins, par exemple, les anthropologues utilisent le mot même d'amitié pour décrire une relation sociale étroite, de soutien, qui exige du temps pour se développer, de la tolérance, de la loyauté, de la sécurité dans les échanges et une réciprocité entre les personnes. Vous voyez, toutes ces caractéristiques, ce sont des caractéristiques de l'amitié
qui ont des causes évolutives et qu'on va retrouver chez l'homme. Bien sûr, les relations entre humains et celles entre les primates et les babouins ne sont pas les mêmes, mais il y a des similitudes quand même qui nous disent quelque chose d'essentiel sur l'amitié et ses causes évolutives. Alors, il semblerait que, toujours pour continuer sur cette, répondre à ta question sur les causes évolutives de l'amitié et de ces relations sociales qui sont des relations fortes, il semblerait que l'amitié soit un produit de l'altruisme réciproque. Ça, c'est très important. Et cet altruisme réciproque a été favorisé par la sélection naturelle parce qu'elle fournit une base pour la formation d'alliances entre les membres de l'espèce et facilite ainsi la survie et le succès reproductif. L'amitié, chez l'homme, et d'ailleurs chez les babouins et d'autres animaux, on verra que ce n'est pas que ces deux espèces, consiste en une relation qui est positive à long terme, qui implique une coopération entre les personnes. Les liens doivent être solides, stables et relativement équitables. Et quand j'ai dit ça, je crois que tout le monde, toi et moi, nous sommes amis. L'amitié, c'est pas quelque chose qui naît en une seconde ou parce qu'on a bu un verre de vin ensemble, c'est le début. Mais c'est quelque chose qui prend du temps, qui est stable, on a confiance et il y a une sorte de réciprocité dans les échanges. C'est pas moi vers toi uniquement, c'est un échange entre personnes. Ces mécanismes fondamentaux, on les retrouve dans d'autres espèces animales. Donc c'est très très intéressant parce qu'on a toujours imaginé que, en dehors des neurosciences évidemment, que l'amitié était le propre de l'être humain. En fait, ce que tu viens de nous expliquer, c'est que c'est un mécanisme de sélection qui, sur le plan de l'évolution, nous a permis de nous organiser comme nous le sommes par le biais de la coopération, du soutien réciproque. D'accord. Absolument, absolument. Donc, ça, c'est extrêmement important. Justement, que se passe-t-il aujourd'hui dans le cadre de ce confinement lorsque nous sommes privés de relations sociales telles que nous les connaissons, puisque, comme tu le dis très bien dans ton article, nous pouvons continuer d'en avoir par le biais, par exemple, des écrans comme nous le faisons, toi et moi, actuellement. Dis-moi, lorsqu'un individu donc est coupé de relations sociales, lorsqu'il ne s'agit pas d'un comportement volontaire, qu'est-ce qui se passe pour lui sur le plan psychologique, sur le plan somatique et sur le plan physiologique, puisque ces trois plans sont éminemment liés? Tout au long de notre vie, on sait que les humains, on va rester sur les humains maintenant, tout au long de notre vie, la présence ou la proximité d'autres personnes nous aide à conserver nos ressources métaboliques, somatiques et neuronales. Donc c'est la raison. On a des gens qui sont présents autour de nous, qui sont un soutien, et ça nous permet de conserver de l'énergie. C'est la base du fonctionnement d'un organisme vivant. Le réseau social dans lequel on est nous permet d'offrir des expériences positives. Le réseau social nous permet d'offrir des expériences positives régulières et un ensemble de relations stables et réconfortantes. Les liens sociaux, on sait très bien, jouent un rôle protecteur face aux challenges physiques et émotionnels. Leur absence prolongée, comme tu l'as dit, a des effets délétères qui s'expriment à tous les niveaux de l'organisation biologique. C'est ça qui est intéressant. Ça se passe à tous les niveaux, c'est-à-dire de l'expression génétique à un niveau moléculaire au bien-être psychologique. Et toutes les études qui ont été réalisées chez l'animal, vous serez surpris de savoir chez quelles espèces, mais toutes les études qui ont été réalisées dans plusieurs espèces animales, y compris chez la mouche, et chez l'homme, indiquent que l'isolement social et la solitude augmentent jusqu'à 30% le risque de mortalité précoce. Les personnes qui souffrent de solitude courent des risques pour leur santé qui sont semblables à ceux qui sont liés à l'obésité, au diabète ou au tabac. C'est bien dire celles qui souffrent. Les personnes qui sont isolées socialement, en général, ne se sentent pas très heureuses, en tout cas beaucoup moins heureuses que les autres, et meurent plus jeunes que leurs homologues socialement connectés. Chez l'homme, il y a plein de travaux qui ont été faits en neurosciences sociales ou en biologie, peu importe le nom de la discipline, qui montrent que la solitude et l'isolement social augmentent l'anxiété, augmentent l'activité de l'axe hypothalamo-hypophysaire, c'est-à-dire le système neuro-endocrinien qui contrôle les réactions au stress et qui régule de nombreux processus biologiques comme la digestion, le système immunitaire, l'humeur, les émotions, la sexualité, le stockage et les dépenses énergétiques. Donc, il y a une augmentation d'activité dans ce système qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophysaire. La solitude, pour ceux qui en souffrent, cause une fragmentation du sommeil. Les personnes qui souffrent de solitude perçoivent aussi de façon plus rapide et de façon plus intense que les autres les sentiments négatifs
les maux et les choses désagréables, ce qui tend à augmenter leur anxiété et à favoriser la survenue de dépression. Souffrir de molécules a donc un impact qui est visible au niveau moléculaire. Alors, si tu permets, je peux rentrer en 1 minute et demie sur quelques détails, même biologiques, Je t'en prie, vas-y. qui sont très intéressants, parce que vous allez voir à quel point les choses sont, comme tu l'as dit, liées entre les niveaux de biologique, du moléculaire au ressenti psychologique. Et je vais vous citer quelques travaux récents qui ont été réalisés par une équipe de psychologues, de neuroscientifiques et d'immunologistes à UCLA. Ça montre au passage l'intérêt de travailler en équipe. On a des psychologues, des neuroscientifiques et des immunologistes. Ça, c'est vraiment la meilleure façon de travailler, c'est travailler en équipe avec différentes spécialités dans un esprit pluridisciplinaire. C'est la seule façon dont on peut comprendre l'être humain et c'est ce que moi je prêche depuis très longtemps. C'est ça la beauté des neurosciences sociales, c'est que on a tous quelque chose à apporter les uns aux autres. Il n'y a aucune discipline qui, en elle-même, solitairement, peut comprendre la complexité de l'être humain au niveau biologique et social. Donc, cette équipe de psychologues et de biologistes et d'immunologistes à UCLA a permis de constater que le pattern des cellules immunitaires, qu'on appelle les cellules myéloïdes, est significativement différent chez les personnes qui se sentent très seules par rapport à celles qui ne le sont pas. Chez les personnes qui sont seules, il y a un nombre inhabituellement faible de ces cellules myéloïdes, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux infections virales. Elles sont également une abondance d'un second type de cellules myéloïdes, je ne vais pas rentrer dans les détails biochimiques, celles qui favorisent l'activité des gènes qui provoquent l'inflammation. Donc, les personnes qui souffrent de solitude subissent plus d'inflammation que des sujets contrôle. Voilà, en quelques mots, vous voyez l'importance de regarder les choses aussi à niveau moléculaire, de l'expression génétique. Alors ça, c'est très intéressant parce que dans ce confinement dont nous sortons actuellement en France, on voit bien que l'isolement n'aura pas les mêmes conséquences selon que la personne souffre ou pas de solitude. C'est-à-dire, c'est pas le confinement en soi, c'est aussi toutes les ressources de la personne, hein, c'est ce que tu nous expliques, qui va, en fonction de sa biologie même aussi, interpréter la situation et la vivre d'une façon plus ou moins dramatique, selon les ressources et le vécu de la personne. Absolument, tu as tout à fait raison, Myriam, car il y a une différence fondamentale entre être seul, c'est une mesure objective de ne pas avoir de liens sociaux, et se sentir seul et en souffrir, qui est un sentiment subjectif qui reflète la perception d'une inadéquation entre le niveau de connexion sociale souhaité et réel. Et comme tu l'as dit, il y a des différences énormes. Il y a des gens qui n'ont pas besoin, il y a des gens qui ne souffrent pas de solitude. Il y en a d'autres qui souffrent énormément. Donc, c'est une perception subjective et on est tous très différents selon notre personnalité, notre histoire. On a tous des niveaux de souffrance ou pas de souffrance. Il y a des gens qui sont très bien seuls. Et c'est c'est important parce que c'est cette dernière définition qui est utilisée dans les travaux contemporains en neurosciences sociales ou en psychologie. Nous pouvons être seuls, donc cette perception subjective, ces sentiments subjectifs, nous pouvons être seuls dans une foule, la solitude est élevée, bien sûr, mais l'isolement objectif est faible, puisqu'il y a des gens autour de soi, et nous pouvons vivre une solitude confortable, la solitude dans ce cas-là est faible, et l'isolement objectif est élevé. Donc il y a vraiment des différences, et tu as raison de mettre ça de montrer que c'est important, parce que c'est pas tout le monde, et honnêtement, moi je suis quelqu'un qui est très positif, je pense que la plupart d'entre nous, à condition matérielle égale, parce que c'est sûr que c'est plus agréable d'être dans une maison, ou au milieu d'une forêt que d'être dans un petit appartement avec 3 enfants qui hurlent toute la journée. Mais je pense que la plupart d'entre nous, on ne sera pas tant que ça traumatisés par le confinement. bien sûr. Non, ce qu'on va voir en santé mentale, mais c'est un autre sujet qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, c'est les tableaux anxieux qui se développent de façon exponentielle. Alors, toujours dans ce contexte, et pour en revenir aux travaux dont tu viens de parler, donc pour lutter contre la solitude et les vulnérabilités qu'elle entraîne, est-ce que tu peux nous parler des expériences de Steve Cole incitant des individus à faire des actes de gentillesse et des conséquences que ça a pour ceux qui en bénéficient? J'ai trouvé ça très intéressant dans ton article. Alors, c'est une série d'expériences parce que Steve Cole, qui est un psychologue, et il est professeur à l'école de médecine. Il est professeur en médecine à UCLA, encore une fois.
Et Steve Cole est vraiment, vous tapez son nom sur Internet, vous trouverez sa page web à la fac de médecine de UCLA, où donc il est professeur et chercheur. Et c'est vraiment l'un des plus grands noms dans ce domaine. Si ça vous intéresse, vous trouverez ses travaux. Alors, avec son équipe, ils ont fait une étude très intéressante récemment où ils ont encouragé des volontaires sains, des personnes comme toi et moi, à réaliser des simples actes de bienveillance envers leurs semblables, comme faire une course pour un voisin âgé, aider un collègue qui a un problème informatique. Et ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il a fait un prélèvement sanguin chez ses participants et qui lui a permis d'examiner les réponses des cellules myéloïdes qui conduisent à une inflammation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ce qu'il a montré, c'est que les participants qui se sont montrés bienveillants envers autrui sur une base hebdomadaire, c'est pas qu'une seule fois, c'est régulièrement, ils sont bienveillants envers autrui, ils le sont, ils avaient une expression génomique opposée à celle précédemment observée chez les personnes souffrant de solitude. Ainsi, inciter les personnes qui souffrent de solitude à s'engager dans des actes de bienveillance, de gentillesse envers les autres, y compris par Internet, ça a été démontré, réduit ce sentiment de solitude, ainsi que l'expression génétique au niveau moléculaire. Il est donc possible de modifier le cercle vicieux engendré par la solitude en pensant aux autres, en étant généreux avec son temps, avec son sourire, avec son argent. Il y a multiples façons de faire pour exprimer cette bienveillance qui fait partie de la nature humaine et qui n'est pas nécessairement basée sur l'empathie. Il n'y a pas besoin d'empathie pour ça. J'entends bien la différence. Voilà. Dis-moi, quels sont les mécanismes qui soutiennent ce plaisir de donner pour ceux qui l'éprouvent? Bien sûr. Alors ça, c'est quelque chose qui est maintenant aussi bien connu depuis une trentaine d'années. Et en fait, les recherches qui ont montré qu'on avait un plaisir à être généreux, un plaisir à être pro-social, ce sont des économistes qui l'ont qui l'ont découvert. Donc, ce sont des recherches en économie comportementale et en neurosciences sociales qui indiquent que donner nous rend même plus heureux que de recevoir. Vous savez, vous écrivez la petite carte postale à votre ami ou à votre maman, à votre petite amie. Ça, c'est à l'époque où il y avait encore des cartes postales, j'imagine. Oui. Quand vous mettez la carte postale dans la boîte aux lettres et vous êtes en voyage, je sais pas moi, à Londres, on a un sentiment de bonheur. On est content parce qu'on sait qu'on va faire plaisir à quelqu'un. Quelqu'un va recevoir une carte postale qu'on a écrite. On a pensé à cette personne parce qu'on est attaché à cette personne. Et ça nous rend heureux. Alors, il y avait une étude dont j'aime beaucoup parler. Elle a été faite par des psychologues de l'Université de Colombie-Britannique et de Harvard qui avaient interrogé 632 Américains sur leur niveau de revenus, combien ils gagnaient d'argent, et leur façon de dépenser leur argent. Ils ont aussi demandé à ces Américains d'évaluer leur propre bonheur. Et donc, c'est une enquête assez approfondie. Et les résultats de cette étude montrent que, indépendamment du revenu, on contrôle pour le revenu, bien entendu, ceux qui dépensaient de l'argent pour les autres étaient plus heureux que ceux qui dépensaient pour eux-mêmes. C'est génial, n'est-ce pas? Oui. Dépenser pour l'autre apporte plus de bonheur, de satisfaction que pour soi-même. Alors, la question que tu me poses, c'est mais pourquoi ça fait du bien de donner? Parce que c'est vraiment, ça paraît un peu contre-intuitif. Comment ça se fait qu'on peut faire plaisir de donner, même si cela nous coûte? Et même, c'est ça qui est important, et même si le don est anonyme, ça veut dire que on ne sait pas à qui on va donner ou la personne qui donne veut rester anonyme. Alors, pour identifier la source dans le cerveau, la source neuronale de la joie de donner, il y a eu plusieurs études. La première a été faite par des collègues qui sont des neuroscientifiques de NIH à Washington, D.C. C'était une des premières études il y a à peu près 20 ans. Maintenant, il y en a eu beaucoup d'autres. Ils ont scanné avec l'IRM des volontaires pendant qu'ils décidaient de faire un don à un organisme de bienfaisance, comme l'UNICEF, ce que vous voulez, soit donc un coût pour eux-mêmes, puisqu'ils donnent de l'argent. Et l'argent qu'ils donnent dans le scanner, ça va vraiment être retiré de leur compte bancaire. Donc, c'est pas des choses fake, hein, c'est vraiment réel. Oui, c'est pas virtuel. C'est vraiment réel. Et il y a une autre condition où les sujets dans le scanner, ils peuvent accepter une réponse monétaire. Donc, dans un cas, ils donnent de l'argent, un coût. Dans d'autres cas, ils reçoivent de l'argent. Alors, ce qui montre, c'est que quand on reçoit de l'argent, si tu gagnes au loto, bien sûr, tu vas être ravi, c'est normal. Et recevoir de l'argent, ça active le système cérébral de la récompense, y compris le striatum, pour ceux qui aiment la neuroanatomie, et l'aire tegmentale ventrale, qui est dans le tronc cérébral, dont la majorité des neurones synthétisent la dopamine, qui nous fait sentir bien. La dopamine, elle est sécrétée quand on est fumeur, on aime fumer,
ou quand on aime manger quelque chose, ou le contact social avec ses amis, ou le sexe. Curieusement, ça c'est la partie la plus intéressante, la décision de faire un don à une œuvre de bienfaisance conduit à une activité neurodynamique encore plus élevée dans ce réseau neuronal. Encore plus élevée. Ainsi, l'acte de donner active le même système cérébral du plaisir que celui qui répond à l'anticipation d'une récompense monétaire. Donc ça, il y a eu une série d'études qui montrent ça. On est plus heureux et ça active davantage le système de récompense dans notre cerveau. Et moi, j'ai une étude qui est intéressante parce que j'avais fait une étude il y a aussi quelques années, en 2011, que je cite dans l'article, où en IRM fonctionnel, où j'avais demandé au sujet, dans une des conditions, d'imaginer aider une autre personne qui souffrait. C'est-à-dire, on voit quelqu'un un petit peu comme une infirmière ou un médecin qui est face à une personne qui souffre et qui doit l'aider, soulager sa douleur, lui faire une injection de morphine, mettre un bandage, lui parler gentiment. Donc, nous, ce qu'on a montré dans cette étude, c'est quand nos sujets imaginaient simplement soulager la douleur d'une personne, ils activent ce système de récompense dans leur cerveau. Ils se sentent bien. Ainsi, ce qu'on peut dire, c'est qu'aider autrui met en jeu ce système de récompense. Et un autre aspect qui est important sur le plan biologique, c'est pas simplement aider autrui, ça active le système dopaminergique, le système de récompense. Il y a aussi un autre aspect biologique qui est bien connu. Aider autrui déclenche aussi la libération d'oxytocine, qui est un neuropeptide qui a pour effet de nous sentir bien, de contrecarrer les effets du stress, du cortisol, qui se libère en cas de stress. Donc ça, c'est aussi un autre paramètre biologique. Aider autrui, faire attention aux autres, être attaché à autrui, libère l'ocytocine. Mais c'est vraiment extraordinaire parce que les gens ont le sentiment de penser la plupart du temps que décider de donner ou de partager, c'est en fait un sens moral, non pas au sens où tes travaux le démontrent, mais au sens plus sociologique ou philosophique du terme, alors qu'en fait tous tes travaux, toutes les découvertes en neurosciences sociales démontrent que c'est un mécanisme lié à toute notre évolution et c'est un mécanisme vital pour la survie. Et vital, dans ce que tu viens de nous dire, pour notre propre santé mentale. Puisqu'on va fabriquer de l'ocytocine, nos circuits de la récompense vont très bien fonctionner, et donc on sera mieux, on sera plus heureux. D'accord. Ok. Donc j'ai une dernière question, Jean, à te poser dans le contexte qui est le nôtre actuellement, où on nous demande d'être dans cette distanciation sociale. C'est peut-être pas bien nommé d'ailleurs la distanciation sociale comme terme. En tout cas, c'est ce qui a été employé en France pendant ces mois de confinement. On va donc devoir respecter pendant quelques mois de la distance. Et c'est très heurtant pour nous quand on croise des gens avec le déconfinement en France, des gens qu'on aime, qui sont proches et qui pourraient devenir des dangers finalement pour nous. C'est un peu compliqué dans les relations sociales. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil pour soutenir notre prosocialité, notre envie d'être en relation dans ce contexte particulier? Ben, tout d'abord, tu l'as noté d'ailleurs très bien. Tout d'abord, dès le début de la pandémie, il y a eu une erreur fondamentale dans le choix des mots, et ce, dans tous les pays. Nous avons besoin de distanciation physique et non sociale. On doit garder nos distances physiques avec les autres, ne pas faire la bise, ce dont personnellement je suis ravi, car je n'ai jamais aimé cette pratique, pour tout te dire. J'ai vu ça dans tes commentaires sur les réseaux sociaux. Oui, ne pas serrer la main, mais rien n'empêche de garder des liens sociaux. Au contraire, c'est là où on devrait dire garder des distances physiques avec les gens, pas sociales. Nous avons une chance incroyable de vivre dans un monde hyper connecté aujourd'hui, grâce à Internet, à nos téléphones qui sont intelligents, aux médias sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter et bien d'autres. Il est très facile de communiquer avec qui on veut, quand on veut, n'importe où sur la planète et de façon quasi instantanée. Et c'est quasi gratuit. Donc, maintenir une distance physique ne signifie pas du tout que nous devons cesser d'être social ou de sombrer dans la solitude dont on a vu les effets délétères sur la santé. On peut s'engager socialement de plusieurs façons, c'est ce que tu m'as demandé. Par exemple, on peut s'engager en montrant de la gratitude envers une personne qui a fait quelque chose de significatif pour nous dans le passé. On peut écrire une lettre, un texto, un email à cette personne pour lui dire à quel point nous sommes reconnaissants. Ou encore mieux, on peut prendre son téléphone, son ordinateur et lui parler par Zoom et Skype. Comme ça, on verra la personne, on verra ses émotions, on verra son visage. Ça, c'est très important.
on peut partager des bonnes pensées. Restons positifs. On sait qu'il y a des aspects positifs. Oui. C'est pas la peine tout le temps de mettre sur Twitter ou sur Facebook des critiques contre le gouvernement, contre je sais pas qui. Ça existe, c'est vrai, mais il y a des choses positives qui existent tous les jours Bien et on sûr. sait que ça va renforcer notre bonheur. Donc, partageons nos bonnes pensées. Chaque fois que nous en avons une pour quelqu'un, partageons-la avec cette personne. Échangeons de bons souvenirs, des idées, des recettes, des projets. En donnant un peu de son temps, là, on l'a appris par les travaux en neurosciences, en donnant de son temps, de son attention, de ses ressources, son sourire, nous pouvons atténuer notre propre solitude et ses effets émotionnels, cognitifs et physiologiques. Et il y a vraiment, comme tu l'as dit, c'est ce qu'on a vraiment appris. C'est pour ça que ça n'a vraiment rien à voir avec l'empathie. Je ne dis pas que l'empathie ne peut pas jouer un rôle, mais il y a vraiment ce que nous montrent tous ces travaux en neurosciences sociales et en biologie de l'évolution, c'est qu'il y a vraiment un élément égoïste. Lorsque nous rendons quelqu'un heureux, nous devenons encore plus heureux. En plus de l'élément altruiste, nous rendons quelqu'un d'heureux. Donc, il y a une sorte d'aspect qui est, oui, on est à la fois égoïste et altruiste, et ça fait partie de la nature humaine. Et d'être altruiste, ça ne veut pas dire que c'est de l'altruisme pur, où il faut souffrir pour que l'autre soit heureux. C'est pas comme ça que ça marche. Et c'est pas du tout comme ça que notre cerveau est évolué. Notre cerveau est évolué parce que on veut que nous, on soit heureux et les autres aussi, et ça marche ensemble. Donc, ceux qui ne donnent pas, ceux qui n'ont pas cette capacité de donner ou pensent que ce n'est pas intéressant, ils passent à côté d'une joie très profonde. Parce que la prosocialité nous semble seulement, non seulement nous semble profiter aux autres, mais aussi à soi-même. Et c'est là-dessus qu'on peut peut-être conclure. Mais on peut avoir d'autres questions. C'est ce qu'on a appris. Il y a cette boucle virtueuse qui est être prosocial, pas avec tout le monde, évidemment, ce serait stupide, mais être prosocial, être généreux, soigner ses relations amicales, c'est bon pour les autres, mais c'est bon pour nous aussi. Et je trouve ça un message excessivement positif. Oui, je te remercie et je confirme effectivement que la relation sociale d'amitié et les échanges font fonctionner les circuits de la récompense, puisque je prends beaucoup de plaisir à faire cette interview avec toi. Moi aussi. C'est un vrai bonheur et je pense vraiment que pour les gens qui vont t'écouter, ça va être aussi intéressant de re-questionner ces comportements au regard de l'évolution et au regard de ce qui est nécessaire pour nous, pour notre santé mentale et pour la santé mentale des gens qui nous entourent. Merci encore, Jean, de ta disponibilité et de grand intérêt de ton intervention. Merci Myriam, j'étais ravi d'être en relation, tu vois, virtuelle, on peut en avoir et c'est merveilleux, on est heureux tous les deux et on espère se voir vraiment à Bordeaux. Donc en novembre à Bordeaux, le 5 et 6 novembre, après le confinement, voilà, qu'en est-il de l'état des familles et des enfants? Ok, à très bientôt. Merci, au revoir Au Jean. revoir.